Ratatatatatatatata. Yeah, man, special combination. Jocelyn Sheila, original tune. Yeah, man, respect all time. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine, vous accueille au Kuro Hall à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Nous avons le grand privilège d'accueillir pas mal d'invités qui vont venir nous parler de leur ressenti par rapport à cette journée, surtout que certains d'entre eux sont intervenus dans le débat très intéressant qui a eu lieu aujourd'hui, débat organisé par l'APDEF, l'Association pour l'égalité et le développement des femmes. Mon premier invité, c'est une dame de cœur et d'engagement. Elle est surtout connue pour être la première sénatrice noire de Belgique, mais aussi la première députée wallonne, Madame Joëlle Kapompolé. Bonjour. Bonjour Henri, merci pour cette invitation. Je passe un bon moment sur Radio Mboté. Mais c'est un plaisir de vous accueillir. Alors, on ne va pas revenir sur votre parcours, il est tout simplement exceptionnel. Mais on va surtout s'intéresser au fond sur la thématique qui vous a aujourd'hui attiré ici, à savoir femmes et pouvoir. Qu'est-ce qui vous a motivé ? J'ai été très intéressée de partager avec le public que l'APDF a réussi à réunir cet après-midi, finalement mon parcours et peut-être quelques petits secrets que j'avais envie de partager. Il y en a 5. Oui, pour en tout cas expliquer ce parcours et surtout pouvoir essayer d'avoir un maximum de femmes qui se lancent en politique, qui décident d'assumer des fonctions, d'assumer le succès, parce que c'est important qu'on ait vraiment cette belle représentation de l'homme et de la femme. Alors ça a été quand même un parcours du combattant pour vous, parce qu'il a quand même fallu que vous vous imposiez d'une certaine manière, même si c'est vrai au début, vous le dites vous-même, dans le cadre de votre engagement politique, vous avez bénéficié de quotas, mais cela étant, ce n'est pas une garantie à la fois de réussite, il faut être persévérante. Parlez-nous de vos 5 secrets. Alors, tout d'abord, j'insiste beaucoup sur la question de la confiance en soi. Je pense que c'est vraiment important de croire en soi-même, de développer son estime de soi pour pouvoir assumer des fonctions, des responsabilités. Donc, j'insiste toujours là-dessus. Je pense que c'est aussi important de travailler avec des mentors, des personnes inspirantes, des gens qui vont soutenir, qui vont vraiment être là pour quelque part aider et permettre que l'ascension se poursuive de façon positive. J'insiste aussi beaucoup sur la question du leadership. C'est vrai qu'on se dit être leader, c'est peut-être pas pour moi, mais pourquoi pas ? Et d'abord être leader de sa propre vie et se dire qu'on doit vraiment se faire confiance et développer vraiment cette notion, non pas d'être chef pour le plaisir d'être chef, mais de pouvoir influencer les autres dans le bon sens. Et c'est important lorsqu'on veut évidemment faire de la politique. Ensuite, j'ai beaucoup évoqué finalement ma famille, mon premier soutien. Je pense que j'ai la chance d'avoir un mari formidable, une fille de 13 ans qui est vraiment là pour moi aussi et d'avoir été inspirée par mes parents. Et donc je crois que l'énergie que j'arrive à mettre dans la vie politique, c'est une énergie qui me vient en grande partie de ma famille. Et je terminerai par la question du travail. Je pense qu'il faut se dire qu'on doit travailler beaucoup, parce qu'il faut faire des exploits, on le sait, surtout quand on est femme et encore plus quand on est d'origine africaine. On doit toujours prouver qu'on est la meilleure, qu'on est compétente. Mais je pense qu'il faut aussi donner cette notion de plaisir. Donc travailler beaucoup, mais dans le plaisir. En tout cas, c'est sur ces mots d'encouragement que nous allons clôturer. Et je rappelle que vous êtes également, ça ne s'invente pas, vous êtes présidente de la commission santé, action sociale du patrimoine, des travaux publics et de la sécurité routière. C'est beaucoup de boulot quand même, non ? Oui, c'est une commission au Parlement qui est fortement impactée par la 6e réforme de l'État. On a énormément de travail pour mettre en place, je dirais, toutes ces nouvelles compétences à assumer. On a d'ailleurs lancé notre nouvelle agence pour une vie de qualité au niveau de la Wallonie et ça permet de regrouper toutes les compétences liées à la santé, à l'action sociale, à la politique des personnes en situation de handicap, au vieillissement de la population. Mais ce sont vraiment des sujets passionnants comme par exemple aussi la régionalisation des allocations familiales. Ça touche tout le monde, ça touche le citoyen et donc c'est passionnant comme travail. Merci infiniment d'avoir répondu aux questions de Radio Mboté. Merci à Radio Mboté.
Laissez parler les gens ici sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Madame Adeline Mukarukundo, infirmière en cardiologie interventionnelle. C'est un mot assez barbare. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, cardiologie interventionnelle? Alors, interventionnel, ça veut dire que c'est plutôt le côté invasif de la cardiologie. Et donc, pour surtout les personnes qui ont des pathologies au niveau des vaisseaux, qu'on appelle des coronaires, on va plutôt aller traiter localement les artères qui sont soit occluses ou presque, ce qu'on appelle souvent des arrêts, enfin des heart attacks, enfin des gens qui ont des infarctus, voilà, je prends le mot. Et donc c'est surtout en général à 80% de notre activité, les gens qui ont des souffrances au niveau des artères qui sont liées soit à l'hypertension, la cigarette, le diabète. Et surtout le stress aussi aujourd'hui cause beaucoup de rétrécissement des artères du cœur. Donc on a souvent des patients qui arrivent soit pour une visite classique parce qu'ils ont à la marche, à l'effort, ils ont des douleurs. Et ça peut aller jusqu'aux personnes qui arrivent post-arrêt cardiaque, qu'on a dû réanimer. Et donc voilà. Et donc interventionner sur ce côté invasif parce que c'est comme une salle d'opération. On passe par l'artère radiale au niveau du bras, idéalement, ou au niveau de la jambe, pour aller vraiment aller avec le matériel jusqu'au cœur pour aller ouvrir cette artère qui est occluse. Alors je précise, vous travaillez à l'hôpital Saint-Pierre, mais vous travaillez aussi avec la clinique des cheveux, ça tombe bien puisque c'était la thématique sur laquelle vous avez planché aujourd'hui. Vous intervenez dans le cadre de la Journée internationale de la femme organisée par l'APLF. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir présenter ce sujet aujourd'hui ? Alors, en fait, comme c'est la journée de la femme et que la femme et la beauté, ça va de soi. Et j'ai trouvé important, en tout cas, de partager ce côté, de soigner son image, qui est, en tout cas, la partie apparente, en tout cas, du corps, les cheveux, et que c'est important de le soigner, surtout de l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, chez beaucoup de femmes africaines, on a tendance à mettre des faux cheveux, que ce soit des tresses ou des tissages, à couvrir nos cheveux. Donc, il y a un bonheur qui est externe, mais l'interne n'est pas spécialement soigné. Alors, tout cela vient de notre histoire, de la façon dont on est éduqué, de l'influence du quotidien des médias. Et donc, c'était vraiment le côté d'encourager les personnes à d'abord à connaître exactement quel est notre type de cheveux, comment il est, quels sont ses besoins, pour mieux le soigner et le mettre en valeur. Alors précisément, vous nous avez aussi attiré l'attention du public sur le fait que ce n'était pas sans danger, hein. Il fallait faire extrêmement attention. Photo à l'appui, vous avez montré qu'il y avait parfois des dégâts irrémédiables. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, surtout les femmes, soucieuses de leur apparence évidemment, quel est le conseil que vous leur donneriez ? C'est avant tout s'accepter qu'on est, comme on est. Si on a un cheveu crépus, ça fait partie de notre nature, comme notre couleur de peau. C'est pas la peine de chercher à les changer, à les dénaturer. Au contraire, aller au fond et aller les rencontrer, vraiment les redécouvrir, toutes les capacités qu'ils ont pour avoir cette versatilité qu'ils ont. Et enfin, vraiment, et découvrir en fait que leurs cheveux peuvent être beaucoup plus longs, parce qu'en général, c'est ce qu'on cherche, n'est-ce pas, les femmes, des cheveux plus longs, et qu'il suffit simplement de s'en occuper, les soigner au naturel pour les avoir encore au plus beau. Et j'aime bien surtout mettre en avant la cause pour nos hommes, les maris, les frères, et aussi les enfants. J'y ai pensé que quand on est à la maison, on doit aussi être très belle. Il ne faut pas juste soigner ses cheveux pour l'extérieur. Et les maris qui ont choisi les belles femmes, dès qu'ils ont fait à l'extérieur, ils ont aussi le droit de les voir avec les belles cheveux bien soignés au matin comme le soir. Vous avez anticipé sur ma question, ce dont je vous remercie infiniment, Adeline Mukarukundo. Vous êtes donc infirmière en cardiologie interventionnelle à Saint-Pierre. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Mboté. Toujours ici sur le plateau de Laisser parler les gens à l'occasion de la Journée internationale de la femme organisée ici au Curo Hall par l'APDF. Nous avons le grand privilège d'accueillir le professeur Di Charles. Il est professeur à l'université Paris Descartes Paris 5
également à l'université Jules Verne d'Amiens. Il est spécialiste en psychopathologie clinique. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes intervenu tout à l'heure de façon d'ailleurs très remarquée sur un sujet qui vous tient à cœur. C'est notamment le sujet relatif à la discrimination de la femme, à l'égalité homme-femme. Vous avez publié pas mal d'ouvrages, notamment l'un consacré à la souffrance identitaire de l'entre-deux cultures, mais également vous avez publié Le malentendu en clinique. Alors, tout de go, professeur, cette passion que vous avez pour ce sujet, est-ce qu'il est la conséquence d'une observation ou d'une expérience tout simplement personnelle ? Oui, c'est une question assez délicate que je trouve très intéressante de poser telle quelle. Je voulais d'abord ajouter que je suis professeur certifié de philosophie. Je n'ai pas le grade de professeur des universités en psychopathologie clinique. D'accord. Donc je suis enseignant de psychopathologie clinique à l'université Paris-Descartes, Paris 5, à l'université Jules Verne d'Amiens et à l'université catholique de l'Ouest à Angers. Voilà. Bon, merci infiniment pour la précision. Juste pour ne pas prendre les titres dont nous n'avons pas encore la qualité. Vous êtes prudent. Bien. Et ce qui me semble, est-ce que tous ces écrits et mon engagement tiennent d'une expérience ou d'une observation? Je voudrais dire que des deux, il y a à la fois un parcours personnel et qui, à un moment de son existence, nous amène à nous poser certaines questions, à revisiter certaines choses qu'on a tantôt oubliées, tantôt cachées, tantôt contraints de ne pas y penser. Et plus on avance aussi en maturité et dans le monde de la science, plus les questions se posent autrement. Pour revenir à cet engagement, bon, c'est toute mon histoire. Je fais des études où je fais des études de philosophie, d'études de psychologie, etc. Je commence d'abord à travailler après avoir l'école normale comme professeur certifié de philosophie. Et là, j'ai enseigné la rationalité classique. J'ai enseigné que les mathématiques sont nées en Grèce avec Thalès. J'ai enseigné le rationalisme tel qu'on peut l'entendre dans la philosophie. Seulement, j'étais africain. J'étais africain, c'est-à-dire que je faisais face à des expériences qui, elles, ne se soumettaient pas à cette réduction de la pensée telle qu'on pouvait l'en voir dans ce que j'appelle une espèce de vision positiviste, une vision scientiste. Positiviste, c'est-à-dire que n'est vrai que le savoir scientifique, et scientiste, c'est-à-dire que la science peut résoudre tous les problèmes. Moi, je faisais face à des phénomènes qui échappaient à ça. Et du coup, j'étais embarrassé de leur donner sens. Donc, comment je peux penser que le monde ne peut se réduire qu'à ce qui peut être mesurable, pour reprendre les expressions consacrées, ou pour la formule de Bachelard qui pense que ce qui n'est pas scientifique n'a pas digne d'intérêt, quel que ce soit. Alors que moi, je vivais dans un monde où il y avait une véritable manipulation des lois de la nature par d'autres principes que les principes scientifiques. Alors, c'est dans cet entre-deux que j'ai cherché un monde où la pensée peut être métissée, où effectivement on accepte le rationalisme, mais en même temps on accepte des choses que je voyais sous mes yeux en les donnant un autre sens. Donc, j'ai donc résolu la question par deux choses. D'abord, les Noirs n'ignorent pas, les Africains n'ignorent pas la rationalité technoscientifique. Ils savent que les corps tombent toujours du haut vers le bas suivant la pesanteur. Ils connaissent le principe d'identité, chaque chose est identique à elle-même. Ils connaissent le principe de causalité, sauf que leur conception du monde va au-delà de ça. Ils savent qu'on peut aussi avoir, que les mêmes causes peuvent ne pas produire les mêmes conditions. Et là, je pense qu'ils ont une conception un peu plus que ceux qui se réduisent à les mêmes causes produisent les mêmes conditions. Et en vous intéressant précisément à la femme, à toute sa dimension, ce qu'elle représente dans un monde, loin que l'on puisse dire, masculin, un monde d'hommes qui est souvent d'ailleurs battu en brèche, est-ce que vous y avez trouvé votre bonheur, sachant par ailleurs que vous aviez également votre vécu, votre ressenti, votre propre vision du monde ? Ça part de toute cette révision même du rapport au monde, à la fois dans comment je conçois le monde, est-ce qu'il n'est que scientifique, ou alors, ailleurs, il peut ne pas être scientifique. Mais maintenant, j'appartiens à une culture où la femme a un certain statut. Mais est-ce qu'on ne peut pas lui penser un autre statut? Et en tant que sujet humain, comment puis-je concevoir l'épanouissement d'une femme? Si je ne peux pas m'en contenter de la voir dans la souffrance, manifestement, ça venait à l'intérieur de moi de ne pas m'épanouir pour que mon compagnon d'existence soit dans la souffrance. Et surtout, je l'ai vécu avec mes sœurs aînées, avec mes mamans. Et il y a un tas de choses que révisiter plus tard, je trouvais bien que ça aurait pu être autrement.
les femmes n'allaient pas à l'école, etc. Tout un tas de choses qui pour moi étaient une perte énorme pour l'histoire de l'humanité. D'un mot, professeur, et ce sera ma dernière question, en tant que fin connaisseur de ce sujet, est-ce que vous pensez que la femme et son statut peuvent encore évoluer? Je ne vais pas faire de grand développement. Tout peut évoluer. Toute l'histoire de l'humanité évolue. La culture évolue. Les religions évoluent. Le statut des femmes va et doit évoluer. Il n'y a aucune limitation à cela. Journée internationale de la femme depuis le Curo Hall à l'initiative de l'APLEF. J'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Barbara Mourin. Vous êtes clinicienne transculturelle et depuis 15 ans, il faut bien le dire, vous travaillez sur les sujets relatifs à la discrimination et à la diversité. Alors pour le profane que je suis, qu'est-ce qu'être clinicienne transculturelle ? Alors, la clinique transculturelle, c'est un dispositif thérapeutique très très spécifique qui consiste en une prise en charge pluridisciplinaire de psychopathologie d'un patient qui est accueilli par un ensemble d'intervenants qui sont thérapeutes, anthropologues, interprètes, etc., et qui mettent au cœur du travail thérapeutique la question de la culture. Alors, je ne travaille pas dans un dispositif complet comme celui-là, mais je fais de la question culturelle, quelle que soit la culture, un élément important à prendre en compte dans le travail à mener avec les patients. Alors, vous avez planché tout à l'heure sur un sujet qui intéresse tout le monde, hein, c'est la Journée internationale de la femme. Vous êtes formatrice en compétences interculturelles. Vous avez donc la possibilité de voir les disparités dans les différentes communautés sur le statut de la femme. En quelques mots, pour ceux qui essayent de se convaincre que les choses évoluent positivement, est-ce qu'il y a encore du boulot finalement ? Il y a encore du boulot. Il y a du boulot partout. Contrairement peut-être à des représentations, des stéréotypes bien ancrés, une communauté, une culture, un groupe social d'appartenance ne détient pas la palme par rapport à un autre. Donc la question de l'égalité homme-femme, c'est une question cruciale qui est encore présente partout, absolument partout, même si les formes que les discriminations peuvent prendre sont différentes d'une communauté à l'autre, mais nulle part l'égalité est un fait. Alors, on remarque que dans certaines cultures, c'est le moins que l'on puisse dire, la femme est encore reléguée dans des tâches à la fois subalternes et humiliantes, hein, pour ne pas dire les choses autrement. Vous avez l'habitude de travailler avec différentes communautés. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, des ponts sont encore envisageables? Et s'il y a un mur d'incompréhension, comment parvenir à le détruire? Oula, ça c'est une question importante. Bien sûr qu'il y a des portes ouvertes partout. Je pense qu'avant tout, il faut rassurer les personnes sur... Il y a toujours une crainte, c'est d'une perte, d'un déficit au niveau d'une transmission culturelle. Si on bouge, si on déplace un peu une règle, une norme et un fonctionnement qui est établi. Et donc, ne pas aborder les choses frontalement, sauf quand évidemment il y a une réelle mise en danger d'une personne, mais entrer dans des processus de dialogue et de négociation permettent de faire avancer les choses. Ça, c'est sur la question des communautés. Maintenant, il y a des responsabilités politiques aussi derrière qui doivent mettre en place des principes, des structures et des actions qui sont de réels outils de promotion et d'avancée en termes d'égalité. J'accueille Monsieur Badon Mohamed, qui est conférencier, mais surtout doctorant en sociologie de l'éducation en Espagne. Il nous fait l'honneur donc de répondre aux questions de Radio Mbouté à l'occasion de cette journée internationale de la femme. Monsieur Badon Mohamed, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes intervenu sur femmes, médias et pouvoir. Oui. Pourquoi cette thématique ? À l'aune, évidemment, hein, on le sait bien, d'un débat qui aujourd'hui fait rage sur les quatre coins du monde sur le statut de la femme et sur la manière la plus efficace, lorsqu'elle accède notamment en responsabilité, de pouvoir, au fond, bénéficier d'un traitement médiatique égal à celui de l'homme. Mais le sujet, je ne l'ai pas choisi, moi. C'est la responsable de l'association. Mais je crois qu'en fait, il reste toujours cette discrimination envers la femme à partir du moment que les médias sont un instrument de pouvoir. Et le pouvoir, il est par nature discriminatoire, parce que comme on a étudié la politique, elle a été un espace public restreint. Les médias se sont renforcés sur
l'esprit de fonctionnement de la politique, donc les médias, dans le sens où on accorde peu d'importance aux sujets qui concernent les femmes, l'image de la femme. Il y a un conditionnement des médias selon vous? Non, c'est pas. C'est une décision des responsables des médias, que ce soit le journal, la télé, les sites internet, où on privilégie d'autres, on donne d'autres priorités et non pas une priorité sur des domaines relatifs à la femme, à la famille. Et de cette manière-là, il s'approche un peu de la forme du pouvoir, de l'action du pouvoir. C'est pour cela que des femmes, des journalistes françaises, cherchaient la parité dans la composition de l'équipe éditoriale, par exemple, des journaux, pour refléter réellement la composition de la société. Alors, au-delà de la parité, dont je pense vous êtes favorable, j'imagine, Oui. en règle générale, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aussi desservir la femme dans la mesure où on la considère alors comme une catégorie de personnes dites vulnérables qui a systématiquement besoin de bénéficier de discrimination positive, de quotas ou de la parité? Oui, ça peut le desservir. Et aux yeux des lecteurs et lectrices ou des usagers de ces médias, c'est considéré quelqu'un qu'on a mis par faveur et non pas par ses compétences. Mais dans la conférence, je disais, les écoles de formation des journalistes, il y a plus de filles qui sortent que des garçons. Donc pourquoi, à la fin, quand elles doivent chercher du travail, on voit plus d'hommes qui sont dans les manettes de ces journaux, de ces télés, que les hommes, alors que la formation, c'est elles qui sont nombreuses. Un peu comme les écoles du primaire ou la petite enfance. Il y a beaucoup plus de femmes parce que peut-être on a considéré c'est marginal, ce n'est pas rentable pour un homme, ce n'est pas bon pour l'image. Et du fait que c'est un pouvoir et qu'il est encore entre les mains des hommes, que l'espace public est dominé par l'homme, entre guillemets, je ne sais pas si cette domination est réellement quelque chose qui est flagrant, qu'on voit, parce que derrière un homme, on dit qu'il y a toujours une femme. En tant que sociologue, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous comprenez qu'il y a encore aujourd'hui des femmes qui acceptent cette domination, même si l'on peut partir du principe que cette domination leur est imposée, mais on entend aussi des femmes dire « bah non, notre rôle n'est pas de tenir tête à l'homme, c'est à lui de faire les choses, etc. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de discours que l'on entend parfois dans des sociétés notamment asiatiques et africaines? Non, parce que de plus en plus, les femmes rejettent le patriarcat d'imposer. C'est pour cela que dans le continent africain, nous avons non pas le même type de féminisme, mais des femmes qui posent des questions sur les limites auxquelles elles sont confrontées dans la société, dans les relations sociales. En Europe, comme on dit, tout est donné pratiquement et donc on ne voit pas de mouvement des femmes. Le féminisme européen a pratiquement baissé. Non, on reviendra sur quelque chose qui est toujours utilisé, qu'on parle toujours, c'est la culture. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pratiquement conditionnés ou qui ne veulent plus lutter. Une des assistantes me posait la question du combat que mènent les femmes. Peut-être c'est en laissant ce type de combat et puis réellement le pouvoir comme les médias, l'enjeu se trouve ailleurs et non pas dans ces institutions. Pourquoi on a accepté par exemple la parité homme-femme en politique? Parce que ce n'est plus l'endroit où tout se décide. Journée internationale de la femme depuis le CURO, l'initiative de l'APDF. Je reçois Flora Arabito, figure bien connue sur Radio Mboté, qui va à nouveau se présenter à vous. Flora Arabito, bonjour. Oui, bonjour. Donc voilà, Flora Arabito, sympathisante de l'APDF et aussi femme de combat. Donc je fais partie de différentes associations, dont une qui me tient énormément à cœur, qui se bat pour les personnes autistes et surtout les enfants. Et donc notre combat est de trouver des solutions pour aider ces enfants à mieux vivre dans ce monde.
Et lors de nos actions, nous avons rencontré les femmes de la PDF qui nous ont amené énormément de soutien. Et donc, en cette journée où la thématique sont les droits de la femme et tout, je me sentais dans l'obligation d'être présente vu que je suis tout à fait concernée par le sujet. Alors, vous avez participé au village associatif, notamment en proposant des produits. Est-ce que vous pouvez nous en parler très rapidement ? Alors, j'ai participé à ce village associatif. Ce n'était pas vraiment des produits que je proposais, c'était plutôt une analyse, c'est un savoir-faire que je mettais à disposition des participantes et participants, parce que c'est aussi ouvert aux hommes. Et donc, à travers des produits bio, parce que je promeus tout ce qui est naturel, donc j'offrais aux gens la possibilité de faire des soins, visage et corps éventuellement, pour tout simplement renouer avec le bien-être. Alors, vous avez une activité le 2 avril, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce dont il s'agit, le lieu, l'heure et surtout l'objectif ? Alors, le 2 avril est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et cette année, à Bruxelles, place de la Monnaie, le samedi 2 avril, nous organisons une grande fête, une journée de sensibilisation ouverte à toute population confondue pour un peu expliquer le thème de l'autisme, répondre aux questions, mais aussi de manière ludique pouvoir s'amuser. Il y aura des chanteurs, il y aura un flash mob, il y aura des danseurs, il y aura des musiciens, il y aura des ateliers créatifs. L'occasion à tous et à toutes de se réunir autour des problématiques de l'autisme et de faire un peu la fête. Radio Mboté accueille aujourd'hui une comédienne de talent, Estelle Cabrol, qui nous fait l'honneur de répondre à nos questions à l'occasion de cette journée internationale de la femme. Elle vient pour nous présenter cette pièce, Seule en scène, un monologue devrais-je dire. Estelle Cabrol, bonjour. Bonjour. Alors le théâtre c'est une passion, hein, c'est une passion le théâtre. Oui, bien sûr, oui, c'est une passion au départ. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite Non. Comme Obélix, non ? Pas du tout. Non, c'est venu assez tard. Je dirais que j'ai commencé à oser monter sur les planches vers 25 ans. Et puis c'est une passion qui a grandi et j'ai décidé ensuite d'en faire mon métier. Voilà, j'ai un parcours un peu atypique, mais... Alors, parlez-nous un peu de cette pièce, parce que bon, on résume, hein, vous êtes seul sur scène avec, on va dire, des objets qui sont accrochés sur un fil. Alors, ces objets, qu'est-ce qu'ils représentent ? Et surtout, quelle est la relation que vous installez, que vous instaurez avec ces objets ? Mais donc voilà, ce spectacle, c'est 7 portraits de femmes. Et voilà, 7 portraits de femmes qui se racontent. Et les objets permettent de passer d'un personnage à l'autre. Mais ça, vous verrez, je vous en parle pas trop. Oui, bien sûr, pas de mais problème. en fait, voilà, c'est ça. J'ai eu la primeur des répétitions, donc je le dis comme ça. D'accord, voilà, mais c'est ça l'idée. C'est 7 personnages différents. Alors, vous avez des projets, j'imagine, pour les prochains mois. Est-ce qu'il y a une tournée qui se profile pour vous dans ce sens ? Mais donc, savoir que j'existais, voilà, va se jouer à la Samaritaine les 3, 4 et 5 mars. Et puis après, on verra. Voilà, puis j'ai d'autres projets aussi. Hollywood ? Non, pas Hollywood. Pas vraiment. Je fais pas de cinéma. Pas tout de suite. Non. C'est pas incompatible. En tout cas, vous êtes venu ici pour la Journée internationale de la femme. Ouais. Vous avez très certainement des choses à dire à ce sujet. En quelques mots, que vous inspire cette journée ? Mais voilà, c'est une journée où la femme peut être à l'honneur et où c'est possible aussi d'utiliser divers médias pour ça. Et je trouve que le théâtre, c'est une façon de pouvoir véhiculer des messages ou pas, ou en tout cas pour que les gens puissent se retrouver dans certains... portrait de ces femmes et y réfléchir. Et voilà, moi en tout cas, c'est ce que je trouve intéressant. Radio Mboté accueille DJ Sénateur, l'un des piliers de la vie nocturne ici à Bruxelles, singulièrement, mais peut-être aussi en général ici en Belgique. Merci DJ Sénateur
de répondre à nos questions. Au plaisir. Alors, toujours aussi actif, toujours aussi sollicité et demandé, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la vidéo et le single que j'ai eu le privilège de voir et d'écouter. Tu peux nous en parler ? Voilà, je me présente d'abord, je suis DJ Sénateur, l'international Cher de Paul, l'homme à la voix métal chromée, concepteur de Balani Show partout aux États-Unis d'Afrique, en particulier à Bamako. Je suis jeune Nigérien, né en Côte d'Ivoire, adopté par le Mali. Voilà, et aujourd'hui je me retrouve en Belgique pour continuer encore le showbiz. Alors, comme il a dit mon fameux animateur que j'apprécie personnellement, qui est M. Henry, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Ça a été un honneur pour moi de me retrouver avec vous et puis parlementer. Alors, pour mon nouveau single qui doit sortir bientôt, alors, vous avez eu le privilège quand même de voir un petit extrait, voilà, qui sortira, Inch'Allah, la semaine prochaine. Voilà, le single, le titre du single qui est appelé Kumami Fola. Voilà, je reviens encore avec un autre titre qui va vraiment faire un boom, je l'espère bien, qui va juste pour faire plaisir à tous mes fans, que ce soit en Afrique et en Belgique. Nous serons là évidemment pour relayer. D'ores et déjà, nous allons passer en boucle ce titre que j'ai écouté en primeur, c'est vrai, mais qui est extraordinaire. Alors, dernière question, DJ Sénateur. Vous bougez énormément, hein, notamment sur la Belgique. Mais vraiment une dernière question. Quel est votre regard aujourd'hui sur le métier de DJ et singulièrement au sein de la communauté africaine? En fait, le métier de DJ, c'est un métier comme tout autre métier, hein. C'est pas un métier facile non plus. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas des DJ, trouvent que vraiment c'est un métier qui est très facile, mais pourtant être derrière un appareil mixé et faire danser un public, c'est pas du tout facile. Essayer de mixer les chansons pour faire plaisir à pas mal de personnes, c'est tout à fait un boulot. Donc moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ce métier, c'est un métier très difficile, mais il faut d'abord avoir la passion pour ce métier avant de se mettre dedans. Mais il faut connaître aussi la musique. Bon, quant à moi, je ne suis pas seulement qu'un DJ, je suis un DJ, chanteur, animateur et danseur en même temps. Et producteur. Et producteur, bien sûr. Merci de m'avoir appelé. Merci DJ Sénateur, Radio Beauté au cœur de l'événement. Journée internationale de la femme, c'est depuis le Curo Hall ici que Radio Beauté vous accueille dans Laissez parler les gens avec une invitée de marque. Il s'agit de Madame Edwige Abena, présidente de l'APDEF, l'association pour l'égalité et le développement des femmes. Toutes mes félicitations pour cette journée qui est un vrai succès. Merci, merci Radio Beauté. Alors, dites-nous pourquoi, comment, pour ceux qui ne connaissent pas l'APDEF, quels sont les objectifs que vous poursuivez? Donc, l'APDEF, c'est une association qui se bat pour les droits des femmes, notamment les inégalités, les discriminations et la non-visibilité des femmes. Donc, c'est tous les combats que nous menons, quelle que soit la nationalité, et évidemment, c'est pour toutes les femmes du monde. Alors, vous avez réussi à attirer un panel d'orateurs exceptionnels. Hein. Joël Capompolé, députée wallonne. Il y a aussi le professeur Dicharles, Barbara Mourin, qui fait autorité également dans son domaine. Cette année, le thème, c'était Femmes et pouvoir. Pourquoi avoir choisi cette thématique cette année? Oui, puisque bon, pour les femmes, c'est comme si le mot pouvoir était masculin. Il est vrai qu'il est masculin dans le dictionnaire, mais il concerne les deux genres. Malheureusement, les femmes pensent que le pouvoir est seulement réservé aux hommes, alors que bon, elles le subissent, elles peuvent l'exercer. Et alors, le but de notre conférence, dont il fallait débattre pour pouvoir sortir ce que les femmes peuvent exercer comme pouvoir, ce qu'elles peuvent subir, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, l'APDEF est très active, on le sait, dans le monde associatif. Il reste encore 9 mois avant la fin de l'année. C'est dire que vous avez des projets à nous proposer. À quoi peut-on s'attendre, par exemple, cette année? Est-ce qu'il y a des activités particulières que vous aimeriez déjà nous entretenir maintenant? Le projet phare cette année pour l'APDEF, c'est la santé de la femme, notamment le cancer du sein. Puisque bon, APDEF a malheureusement perdu un membre qui souffrait du cancer du sein et c'est un problème qui n'a pas encore trouvé de solution, quels que soient les endroits du monde. Et on s'est rendu compte que pour ce qui concerne l'Afrique particulièrement, le cancer est diagnostiqué très très tard,
ou alors nier tout simplement. Donc le cas du membre qui est décédé justement nous a interpellés et c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, étant donné qu'on a perdu un membre pour cette pathologie qui est méconnue ou parfois niée, il faut qu'on concentre nos efforts pour essayer de venir en aide à ces femmes qui souffrent du cancer, parfois sans le savoir, parfois par refus simplement. Je vous laisse le mot de la fin, Madame la Présidente. Alors, je remercie vraiment tous les invités qu'on a eus aujourd'hui. Je remercie les femmes du monde entier. Qu'ils sachent que la journée du 8 mars, ce n'est pas simplement une journée festive, elle est aussi une journée de réflexion pour tous les droits des femmes qui n'ont pas encore été atteints. Le combat doit continuer. Il faut se battre pour avoir un monde équilibré et un monde égalitaire. La journée internationale de la femme, c'était au Curo Hall, ici même à Bruxelles, à l'initiative de l'Association pour l'égalité et le développement des femmes. Radio Mbote s'est fait évidemment un plaisir d'y participer en tant que partenaire, mais également sponsor pour vous faire revivre cet événement. Et bien, quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres rendez-vous de Laisser parler les gens, ici même sur Radio Mbote. Hey yo! Yeah man, special combination. Jocelyn Sheila, original tune. Yeah man,